Dans cette deuxième séquence, nous allons aborder l'analyse des résultats expérimentaux après avoir présenté en première séquence une approche de construction du plan de mélange à l'aide du logiciel StatGraphics. Alors, nous allons revenir sur un résumé de cette étude. Je vous rappelle qu'elle a fait l'objet d'une présentation sous forme d'une étude de cas assez longue et à partir de 10 séquences vidéo. Et donc, partant des valeurs observées, on va se livrer à l'analyse mathématique des résultats, à l'analyse statistique, à l'analyse graphique, dont vous voyez ici une représentation sous forme de courbe iso-réponse, et enfin, eh bien, à une recherche d'optimum. Donc voilà le plan que l'on va adopter. À partir du menu plan d'expérience, eh bien, on va sélectionner la réponse, on va sélectionner un modèle, et puis on va sélectionner les sorties de l'analyse que l'on souhaite voir, que ce soit des sorties textuelles ou des sorties tabulées ou des sorties graphiques comme les courbes iso-réponse ou la trace de la surface de réponse. Alors, un petit rappel, cette étude qui a été proposée par Kurotori en 1966 consiste à mélanger trois constituants dans le cadre de la formulation de propergol. Ces constituants sont représentés respectivement par un liant, un comburant et un combustible. Les fractions massiques de ces constituants sont soumises à des contraintes inférieures et on souhaite mélanger au mieux ces constituants de façon à atteindre une valeur égale à 3000 pour le module d'élasticité en minimisant la teneur en liant. Alors, les auteurs ont maillé le domaine expérimental qui était un simplex à partir d'une méthode qui est la méthode proposée par Henri Scheffé en 1963, celle du simplex Android Design, et ce maillage permet d'estimer les coefficients d'un modèle synergique de degré 3. Donc vous voyez ici la forme générique, il y a 7 coefficients à estimer et les auteurs ont réalisé 10 mélanges. Voilà quelles sont les valeurs observées, donc face à la matrice d'expérience. Je vous rappelle que cette matrice d'expérience contient les 3 sommets du domaine, suivis des 3 milieux d'arête, du centre, et puis des 3 points axiaux. Vous voyez apparaître en dernière colonne à droite la valeur du module d'élasticité. Et la première remarque que l'on peut faire, c'est que l'action de mélangeage des constituants a provoqué une variation de la réponse puisque cette dernière réponse varie entre 2350 et 3000 pour la valeur du module d'élasticité. Je vous rappelle que nous souhaitons atteindre une valeur de 3000 avec un minimum de liant. Alors, après avoir rappelé quelles étaient les valeurs observées, on va rappeler encore dans un contexte plutôt universitaire comment on fabrique un modèle partant de la matrice d'expérience et du vecteur des réponses que vous avez vu. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés qui a été décrite dans des séquences de cours. Cette méthode des moindres carrés, dans sa partie mathématique, va tout d'abord nous permettre d'atteindre une estimation des paramètres du modèle qu'on appelle les coefficients. Ici, il y en aura 7 à partir de la formule matricielle que vous voyez rappelée au bas de l'écran. Et l'analyse mathématique va nous permettre, dès lors que l'on connaîtra les coefficients, d'estimer la valeur des résidus, c'est-à-dire la valeur des écarts entre les valeurs observées et les valeurs calculées à partir du modèle. Et pour passer de la matrice d'expérience à ces deux vecteurs qui contiennent de l'information pour les expérimentateurs, eh bien on va successivement construire la matrice du modèle, on va transposer cette matrice de façon à obtenir par un produit la matrice d'information, on va inverser la matrice d'information et ensuite en venant rajouter le vecteur des réponses, puis en faisant le produit de la transposée de la matrice du modèle par le vecteur des réponses, eh bien on va enfin atteindre le vecteur des coefficients. Dès lors que l'on sera à même de connaître la valeur des coefficients, on pourra faire une simulation numérique pour calculer les valeurs prévues par le modèle
pour les mélanges mis en œuvre dans le plan d'expérience, et c'est le rapprochement de la colonne Y avec la colonne Y chapeau qui nous permettra d'obtenir le vecteur des résidus. Voilà quel est quelque part quels sont les seuls enjeux de l'analyse mathématique dans le cadre de l'analyse de régression. C'est l'estimation du vecteur des coefficients ou des composantes de ce vecteur et l'estimation des composantes du vecteur des résidus. Une fois que l'on disposera de l'équation du modèle, on cherchera à savoir si ce modèle est de qualité suffisante pour pouvoir être exploité. Et une des façons de juger de la qualité du modèle, c'est d'apprécier sa qualité descriptive en extrayant d'un tableau d'analyse de régression que vous voyez à l'écran des informations conduisant au calcul du coefficient de détermination R2 et du coefficient de détermination ajusté. Ainsi, pour un modèle de degré 2, la forme canonique du modèle de degré 2, nous aurions un coefficient R2 ajusté égal à 83,88%. Et nous verrons avec StatGraphics quelle est la valeur de ce coefficient en présence du modèle synergique de degré 3. Ce qui permettra de comparer très facilement à l'aide du logiciel le modèle de degré 1, le modèle de degré 2 et le modèle synergique de degré 3. Une fois que l'on aura retenu le meilleur modèle, il est possible de faire une représentation de l'équation du modèle sous différentes formes, en particulier sous forme de courbe isoréponse. Ceci est d'autant plus facile que l'on est en présence de trois constituants, et l'analyse de ces courbes d'isoréponse nous permettra de cerner une zone du domaine expérimental qui permet d'atteindre la cible fixée par les auteurs. Il est également possible, que ce soit en présence de trois constituants ou d'un nombre plus important de constituants, de se livrer à la représentation de la trace de la surface de réponse. Alors, la trace de la surface de réponse consiste à visualiser la variation de la réponse le long d'axes. Ces axes passent tous par un mélange de références. Ici, j'ai choisi le centre du domaine. Vous le voyez apparaître sous la forme d'un disque noir dans le plan de la figure. Et la définition des axes peut être faite de deux manières. Soit en rejoignant les constituants, c'est ce que vous voyez à gauche qui est appelé la définition des axes de Cox, soit en rejoignant les pseudo-constituants, c'est-à-dire les sommets du domaine sous contrainte, et c'est ce qu'on appelle les axes de People. StatGraphics ne nous permettra que de représenter la variation de la surface de réponse, ou de la trace de la surface de réponse, le long des axes de People, et on travaillera avec des pseudo-constituants. Alors voilà quel est le résultat que l'on obtient, ce qui permet de voir comment, à partir d'un mélange de références, il faut s'orienter pour maximiser ou minimiser une réponse d'une part, et ce qui permet de voir au voisinage d'un mélange de références, quelque part la sensibilité ou la robustesse. Est-ce qu'un petit écart par rapport à ce mélange va provoquer une grande ou une petite variation de la réponse? Le mélange de références et la valeur de sa réponse sont situés dans le plan de la figure. En abscisse, vous avez 0, puisqu'on ne s'écarte pas par rapport au mélange de références, et en ordonnée, ici vous voyez qu'au centre du domaine, nous avons à peu près 3000. Alors, enfin, avant de passer sous StatGraphics, je rappelle que les auteurs qui avaient dessiné à la main en 1966 les courbes d'isoréponse cherchaient à atteindre une valeur de 3000, donc ils se sont placés sur l'isoréponse de valeur 3000, en minimisant la teneur en liant, et c'est ce que vous voyez entouré par une petite ellipse dans le bas du plan de la figure, et cette valeur nous donne des proportions de pseudo-constituants que vous voyez apparaître à l'écran, que l'on peut transformer naturellement en proportions de constituants, à savoir 20,96% pour le constituant 1, 48,20% pour le constituant 2 et enfin 30,84% pour le constituant 3. Alors on va voir comment retrouver ces résultats à l'aide du logiciel StatGraphics et de ses différents menus.
Alors après avoir créé un plan d'expérience, nous avions à notre disposition un tableur et nous avons renseigné dans ce tableur les valeurs attendues dans la colonne de la réponse, le module d'élasticité. Et dès que cette tâche a été réalisée, en retournant dans le menu de plan d'expérience et dans l'approche classique de construction et d'analyse, nous avons maintenant accès à la partie analyse d'un plan d'expérience, ici d'un plan de mélange, et donc nous allons sélectionner cette option pour nous livrer à l'analyse. Et il nous propose, enfin le logiciel nous propose immédiatement de sélectionner la réponse que l'on souhaite analyser. Si nous avions plusieurs réponses, eh bien il faudrait réponse par réponse analyser chacune d'entre elles de façon à retenir pour chacune d'entre elles le meilleur modèle. Ce n'est pas le même modèle qui va permettre de modéliser la variation de chacune des réponses. Donc ici nous ne disposons que d'une seule réponse, le module élasticité. Nous l'introduisons donc dans la boîte de dialogue pour nous livrer à l'analyse et nous allons lui rappeler que nous souhaitons, par exemple dans un premier temps, estimer les coefficients de la forme du modèle qui apparaît à l'écran, à savoir un modèle synergique de degré 3 qui est appelé modèle cubique spécial, notamment dans les logiciels anglo-saxons. Nous avons 7 paramètres à estimer, nous avons fait 10 mélanges, ces mélanges sont bien équirépartis dans le domaine expérimental pour favoriser une estimation équitable de ces coefficients et donc on va naturellement nous se livrer à l'analyse. Alors dans le logiciel StatGraphics, les sorties de l'analyse apparaissent finalement sous deux formes, une forme textuelle, une forme tabulée et puis une forme graphique. La forme textuelle est encadrée ici en rouge avec tout un tas d'options et les graphiques comme la surface de réponse, les courbes iso-réponse, la trace de surface de réponse, des graphiques de diagnostic. On verra qu'il s'agit de l'analyse des résidus, eh bien, apparaît un petit peu dans la colonne de droite de cette boîte de dialogue et c'est à l'expérimentateur de choisir à bon escient les boîtes de dialogue dont il a besoin de façon à conforter les étapes de son analyse. Alors, je vous rappelle que l'analyse mathématique consiste à estimer les coefficients et les résidus. L'analyse statistique va nous permettre de porter un jugement sur le modèle, en particulier faire des diagnostics au niveau des résidus, et cet ensemble de tâches, de procédures, bien, fait partie de ce qu'on appelle plus communément l'analyse de régression. Donc toute la partie qui va être plutôt calcul et restitution de calcul sous forme de valeurs numériques, eh bien, est accessible à partir des cases à cocher que vous voyez à gauche dans cette boîte de dialogue. Pour les graphiques, eh bien, les représentations dont on a déjà parlé, sous forme de surface, sous forme d'iso-réponse, sous forme de traces, vont plutôt être sélectionnées à partir des cases à cocher qui apparaissent à droite dans ce menu. Alors regardons comment on fait pour avoir l'expression des coefficients. Eh bien, on va lui demander d'afficher les coefficients du modèle. Et lorsqu'on lui demande d'afficher les coefficients du modèle, apparaît à l'écran une page textuelle où vous voyez un premier tableau dans lequel on voit apparaître les coefficients, alors sous la forme A, B, C, et AB étant le coefficient lié au terme rectangle, et ABC étant le coefficient lié au terme de degré 3. Et donc vous voyez apparaître dans les deux premières colonnes de ce tableau la valeur des coefficients, vous voyez apparaître l'explicitation de la partie déterministe du modèle que vous voyez en bas, y égale 2351 fois le liant plus 2445 fois le comburant et ainsi de suite. Il est important de rappeler que les valeurs des coefficients sont associées aux pseudo-constituants que j'ai baptisé Z dans ma présentation et non pas aux valeurs des fractions massiques que j'ai baptisé X dans ma présentation, et ceci est rappelé dans le petit StatAdvisor que vous voyez apparaître dans chacune des pages de StatGraphics. Donc si on veut avoir les coefficients du modèle, eh bien les voilà,
Vous voyez aussi d'autres informations sur lesquelles on reviendra. Sur cette page, on peut voir la valeur du RE2 ajusté et d'autres statistiques. Donc je vous rappelle qu'il faut utiliser les pseudo-constituants d'un StatGraphics et que le passage des pseudo-constituants aux constituants s'effectue à partir d'une homothétie dont je rappelle la formule à l'écran. Une fois qu'on a estimé les coefficients, on peut s'intéresser aux résidus. C'est l'objectif de l'analyse mathématique, c'est-à-dire que valent les écarts entre les valeurs mesurées pour la réponse et les valeurs restituées par l'équation du modèle. Donc pour ça, il va falloir faire des prévisions à partir de ce modèle pour les 10 mélanges qui ont été réalisés par les expérimentateurs. Et c'est une nouvelle page à laquelle on accède en ayant coché la case à cocher. Vous voyez apparaître ici un tableau où, par défaut, on retrouve la valeur observée, on retrouve la valeur trouvée ou ajustée par le modèle avec un intervalle de confiance, par défaut ici à 95%. Donc par exemple, pour le premier mélange, il y a 95% de chances d'après ce modèle que la valeur de la réponse soit située entre 2319 et 2382. Alors naturellement, ce que l'on cherche à voir, nous, c'est la différence entre la valeur observée et la valeur modélisée, et donc pour ça on va demander dans les options de la boîte de dialogue d'afficher non seulement la valeur observée, d'afficher la valeur modélisée que j'ai appelée Y chapeau dans le cadre du cours ou des rappels, et la valeur des résidus. Alors vous voyez qu'il y a différents types de résidus. On va prendre les résidus qui s'expriment dans l'unité de mesure, même si on ne la connaît pas dans cet exemple, qui sont obtenus par simple soustraction entre les valeurs mesurées et les valeurs prévues par le modèle, et c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran, et on peut être, alors quelque part très satisfait puisque ces valeurs sont de l'ordre de l'unité ou de quelques unités. Le plus grand résidu est observé, on va le voir, pour le 9e mélange, et la valeur de ce résidu en valeur absolue est égale à 13. Un résidu de 13, n'oublions pas, il faut le rapporter à la valeur de la réponse, à savoir 2700, c'est-à-dire que vous avez quelque part une erreur relative provoquée par ce modèle qui est particulièrement faible, et on ne s'étonnera pas de trouver que le modèle est parfaitement bien ajusté aux points expérimentaux. Alors, à partir de ces valeurs, on peut en faire un ou plusieurs graphiques, que l'on appelle des graphiques de diagnostic. Parmi ces graphiques, on peut tout simplement regarder la distribution des résidus en fonction de l'ordre des essais, et on voit apparaître que le 9e mélange possède un résidu qui a l'air plus grand en valeur absolue que les autres, mais je rappelle qu'il faut relativiser la valeur de ce résidu par rapport au niveau de la performance de la réponse. Il est également possible pour les personnes qui souhaitent absolument s'assurer des hypothèses sous-jacentes à l'analyse de régression, il est possible de représenter la fonction de répartition des résidus pour vérifier qu'ils soient normalement distribués. C'est une hypothèse sous-jacente à l'analyse de régression ou à sa validation. Les résidus doivent être normalement distribués autour d'une moyenne nulle. Et donc pour ça, on va utiliser une représentation graphique qui est proche de ce que l'on trouve dans la méthode dite méthode de Henry, et si les résidus étaient normalement distribués, alors ils seraient parfaitement alignés sur la droite rouge que vous voyez dans le plan de la figure, et on repère encore ce résidu qui vaut moins 13, qui est un petit troublion, qui s'écarte un petit peu des autres, mais on conservera cette expérience dans le modèle. Alors après avoir mis en œuvre l'analyse mathématique, qui nous a donné la valeur des coefficients et la valeur des résidus, on va s'intéresser à quelques tests statistiques. On ne va pas tous les détailler. En particulier, on va faire appel au tableau d'analyse de régression pour connaître la qualité descriptive du modèle. Donc le tableau d'analyse de régression est un tableau qui permet
de regrouper des valeurs telles que la somme des carrés liés au modèle, cette somme vaut 515 574, la somme des carrés des écarts liés au résidu et la somme des carrés des écarts total entre les valeurs mesurées et les valeurs et leur moyenne arithmétique. Pardon. La colonne suivante fait apparaître des nombres de degrés de liberté, c'est la colonne qui en tête s'appelle DF, et vous voyez apparaître les degrés de liberté qui correspondent respectivement au nombre de paramètres moins 1 pour la ligne modèle, donc 7 paramètres moins 1 ça fait 6, au nombre d'essais réalisés moins le nombre de paramètres à estimer pour les résidus, 10 essais réalisés, 7 coefficients à estimer, 10 moins 7 ça fait 3, et en fait le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés totale, c'est le nombre d'essais réalisés, 10 moins 1, 10 moins 1, ça fait 9. On fabrique ensuite des variances, ce qu'on appelle des carrés moyens, et on fait le rapport de deux carrés moyens pour trouver la statistique observée que l'on note F observée en pensant à Fisher, 816, ce qui veut dire ici que la variance des résultats restitués par le modèle est 816 fois plus grande que la variance des résidus. Et donc par voie de conséquence, on va pouvoir tester dans la petite cellule qui est entourée en rouge, qu'on appelle la p-value, la probabilité associée à une hypothèse nulle. Voilà, c'est ça le tableau d'analyse de régression. Et les statisticiens supposent, enfin l'analyse de régression prend pour hypothèse que la variation des résultats est purement aléatoire. Et donc si la variation des résultats était purement aléatoire, eh bien le modèle s'écrirait y égale constante. Quels que soient les mélanges réalisés, la réponse varierait uniquement autour d'une valeur moyenne en raison de fluctuations aléatoires, et donc on écrirait y égale constante. Eh bien, le déroulé de l'analyse de régression conduit à associer une probabilité à cette hypothèse. Cette probabilité, c'est ce que vous voyez dans la colonne ou dans la cellule p-value, et donc plus cette probabilité est petite, plus en tant qu'ingénieur, vous allez rejeter cette hypothèse pour dire que on n'a pas à faire un modèle y égale constante, mais qu'il va falloir choisir parmi tous les modèles possibles celui qui est le plus intéressant pour nous. Donc cette hypothèse est appelée l'hypothèse nulle, et on y associe ici une probabilité très faible. Donc en fait, on va rejeter cette hypothèse, et on va essayer de trouver maintenant, à l'aide des coefficients de détermination ajustés, quel est le meilleur des modèles à retenir. C'est ce que j'ai mis ici. Certains modèles expliquent mieux la variation des résultats que d'autres. Alors, pour voir la qualité d'un modèle, je vous rappelle qu'ici on est sur un modèle synergique de degré 3, et on peut faire appel au coefficient R2, enfin au coefficient de détermination. Le coefficient de détermination R2 et le coefficient de détermination ajusté. R2 ajusté, il est important de retenir plutôt le coefficient de détermination R2 ajusté, puisque en fait il tient compte du nombre de paramètres du modèle. Et donc je vous rappelle ici la définition du coefficient R2 et du coefficient de détermination ajusté. Et puis on peut faire un graphique là encore pour apprécier la qualité descriptive. Ce graphique, c'est ce qu'on va appeler, ou ce que j'appelle moi le graphe d'adéquation, et le graphe d'adéquation va porter dans le plan de la figure un nuage de points, ces points ayant ici pour abscisse la valeur prévue et pour ordonnée la valeur observée, et plus les nuages de points sera aligné sur la première bisectrice, bien plus votre modèle sera descriptif, puisque les valeurs observées seront égales aux valeurs restituées par le modèle. Alors, une fois que on l'a fait pour le modèle synergique de degré 3, on aimerait savoir si les modèles de degré 2, ou la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, la forme canonique du modèle de degré 1 ne pourrait pas, par exemple, être intéressante à exploiter. Donc on va revenir dans la partie plutôt textuelle de stade graphique, sous des sorties de l'analyse. On va demander dans la partie dans le résumé de l'analyse, de nous présenter un petit peu tous ces modèles. C'est ce que vous voyez ici sur un tableau récapitulatif. On va avoir à la fois le R2 et le R2 ajusté pour un modèle de degré 1 dont on s'aperçoit que il est
plutôt mauvaise ou piètre qualité, puisque la qualité descriptive, au travers du RE2 ajusté, n'est que de 16%, alors que dès que l'on choisit un modèle de degré 2 ou un modèle de degré 3, ben, la qualité descriptive atteint des valeurs de 83,88% ou 99,82%. C'est ce qui va nous permettre de choisir, et c'est un peu une spécificité dans les plans de mélange, ici le modèle synergique, puisque c'est celui qui va présenter la meilleure qualité descriptive. Alors à partir du moment où on a ficelé l'équation du modèle, du moins de la partie déterministe du modèle, eh bien on va pouvoir en faire des représentations graphiques. Ces représentations graphiques vont par exemple faire appel à la représentation de la surface de réponse. Alors je ne m'étendrai pas sur toutes les options de représentation graphique qu'il est possible de faire à l'aide du logiciel. Vous le découvrirez en téléchargeant ce logiciel. Vous avez ici la surface de réponse en dessous de laquelle, dans le plancher de la figure, on a matérialisé les courbes isoréponses, ou du moins la trace de ces isoréponses, avec des couleurs nous permettant de voir que la valeur 3000 que nous cherchons à atteindre est située plutôt près du centre de ce domaine. Et la surface de réponse permet de matérialiser naturellement les courbures, courbures que ne permettait pas de restituer le modèle de degré 1 qui était de mauvaise qualité. Alors le menu contextuel associé aux surfaces de réponse va vous permettre naturellement de modifier le quadrillage, la trame, la nature des contours et la résolution de votre graphique. Si l'on veut faire des courbes isoréponses, c'est ce que je vous invite à faire dans le cadre d'une étude de mélange ternaire. On choisit la case à cocher correspondante et l'on peut obtenir, là encore avec différentes possibilités graphiques, les courbes isoréponses et vérifier ou déjà nous orienter dans une zone qui permet, d'après le modèle qui est de très bonne qualité descriptive, qui permet de trouver une valeur de 3000 avec un minimum de liant, le liant étant quelque part représenté par le sommet de ce diagramme ternaire. Et puis si on veut représenter la trace de la surface de réponse, on a expliqué le principe de cette représentation graphique, eh bien on peut le faire très facilement à partir du logiciel StatGraphics. Par défaut, le mélange de références est le centre du domaine. La trace de la surface de réponse, ou les traces de la surface de réponse, sont toutes concurrentes au mélange de références, et vous voyez apparaître sur l'axe horizontal la nature de la représentation. En fait, StatGraphics utilise uniquement la représentation en pseudo-constituant, et donc représente la variation de la réponse suivant les axes de People. Si on veut modifier la position, si on souhaite modifier la position du mélange de référence, ici encore, le menu contextuel bien, vous permet de saisir le nouveau mélange par rapport auquel vous voulez visualiser la trace, en faisant toutefois attention de s'assurer que la somme des proportions que vous allez saisir soit unitaire. C'est ce qui avait défini ce domaine expérimental initialement. Une fois que on a fait ces représentations graphiques, on peut se livrer à l'optimisation, avec d'autant plus de confiance qu'on a observé un niveau de 3000 dans le domaine expérimental, et avec d'autant plus de confiance que l'on a un modèle qui ici est de qualité descriptive très satisfaisante. Alors lorsqu'on active la case à cocher liée à l'optimisation, on va tomber par défaut sur une proposition faite par StatGraphics qui consiste à maximiser la valeur de la réponse. Même si vous avez besoin d'atteindre une autre cible, par défaut, l'initialisation de cette boîte va chercher à maximiser la valeur de la réponse, et on observe ici que d'après le modèle mathématique, on pourrait atteindre une valeur maximale égale à 3056 pour le module à partir d'un mélange qui contiendrait 23,98% de liant, 46,55% de comburant et 29,45% de combustible. Alors naturellement, c'est pas ce qu'on cherche toujours, il y a des réponses qu'on cherche
à minimiser, par exemple le retrait en céramique ou l'écart colorimétrique. Il y a des réponses que l'on cherche à maximiser, ça peut être des performances mécaniques, de ténacité, une résistance à la compression, et puis il y a des réponses que l'on souhaite cibler. On souhaite que cette réponse atteigne une valeur spécifique, et donc on va préciser dans le menu contextuel à l'optimisation, on va préciser ce qu'on souhaite faire. On ne souhaite ni maximiser ni minimiser, mais atteindre une cible. Et ensuite, puisqu'on souhaite minimiser la teneur en liant, plutôt que de chercher un optimum dans une plage qui irait de 0,2 à 0,4 pour le liant, ce qui est l'intégralité du domaine expérimental, eh bien on va par tâtonnement lui proposer de nous trouver une solution dans un domaine ou une fraction du domaine où le liant ne pourrait varier qu'entre 20 et 21%. Et StatGraphics nous dit que dans cette zone-là, il a trouvé un mélange qui, d'après le modèle, nous renvoie une valeur de 3000 pour le module élasticité et pour lequel eh bien, la proportion en liant a été minimisée et devrait être égale à 20,96%. Je vous laisse découvrir les proportions des deux autres constituants et naturellement, eh bien, cette solution qui est dans l'espace mathématique doit être transposée dans l'espace industriel pour faire un vrai essai de validation. Voilà comment vous pouvez mettre en œuvre la partie analyse dans le logiciel StatGraphics au travers d'aspects mathématiques, d'aspects statistiques, d'aspects graphiques et que vous pouvez compléter, si vous en avez besoin, par une approche d'optimisation. Donc merci de votre attention pour cette deuxième séquence et je vous propose de reprendre cette étude de cas dans une troisième et dernière séquence qui mettra en œuvre l'assistant de construction et d'analyse des plans d'expérience qui va offrir aux expérimentateurs quelques options complémentaires à la fois pour la construction et à la fois pour l'analyse avec sans doute un peu plus d'interactivité. Voilà, merci encore et rendez-vous tout de suite dans la troisième séquence.